Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Il y a 200 ans, il y a 2 siècles, naissait Louis Braille. Louis Braille, c'est un nom qui sans doute vous dit quelque chose. C'est le nom d'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité et nous voudrions, à l'occasion d'aujourd'hui, de notre émission d'aujourd'hui, évoquer son œuvre et sa personnalité. Je vous retrouve dans un instant, après notre générique. Eh bien, pour parler de Louis Braille, mais aussi pour évoquer l'œuvre de la Ligue Braille en Belgique, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. Monsieur Bruno Liesen, vous avez écrit un livre sur Louis Braille, ouvrage intitulé « 6 points de lumière, enquête autour de Louis Braille ». Il s'agit d'un ouvrage publié par la Ligue Braille et par les éditions Mémogramme. Et mon second invité, monsieur Michel Magis, vous êtes directeur de département à la Ligue Braille et donc vous connaissez bien l'œuvre de la Ligue Braille dans le quotidien. Ma première question irait à la personnalité, concernerait la personnalité de Louis Braille. Je suppose qu'un grand nombre de personnes ont entendu le nom, mais ne savent pas du tout qui est ce personnage et ce qu'il a apporté. Alors, qui est Louis Braille, dont je disais tout à l'heure qu'il y a 200 ans qu'il est né? Il est né en janvier 1809. Et voilà, Louis Braille, en fait, est une personnalité très, très modeste, finalement. De par ses origines, c'est le fils d'un petit artisan qui habite dans le village Couvray, en Seine-et-Marne. Oui, donc voilà. C'est dans la région parisienne, voilà. En gros. C'est là où se trouve maintenant Disneyland. Ah oui, d'accord, c'est de ce côté-là, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, sa maison natale est aujourd'hui un musée qui est d'ailleurs très, très connu par le monde des personnes aveugles. Et donc, Louis Braille devient aveugle par accident. Donc, il est très jeune, il a à peu près 3 ans, et c'est en jouant avec les outils de son père, en voulant sans doute imiter son papa en taillant un morceau de cuir, qui se blesse à l'œil. Et par sympathie, selon le terme un peu malheureux, mais médical, son autre œil est atteint et devient complètement aveugle à l'âge de 5 ans. Donc voilà un petit garçon pour lequel l'avenir semble tout à fait occulté. Et pourtant, ses parents font un gros effort pour l'éduquer, pour lui apprendre l'alphabet, hein, semble-t-il, avec des clous plantés sur une planche de bois. Et ce qui était intéressant, finalement, c'est que les parents ont dit il faut que mon enfant puisse quand même suivre l'école, etc. Et donc sortir de l'école du village. Et donc c'est comme ça, finalement, que Louis Braille a pu suivre un enseignement spécialisé pour enfants aveugles à Paris, qui était, je pense, la seule école, ou en tout cas une des premières écoles spécialisées en France. Et donc, il a pu suivre un enseignement, je dirais, comme d'autres enfants aveugles. Et je pense que c'est ça qui a quand même permis de déclencher pas mal de choses, jusqu'à, finalement, effectivement, l'invention du Braille. Alors, justement, vous dites déclencher, il va réfléchir lui-même sur les méthodes de lecture pour les personnes aveugles, pour les personnes qui voient mal, et il va créer un système. Voilà, il est jeune quand il trouve ce système. Oui, en fait, il entre dans cette institution pionnière à Paris quand il a 10 ans. Et 2 ans plus tard, à ce moment-là, il lit des livres. En fait, la méthode de l'époque, c'était d'imprimer des livres en caractère romain, donc en caractère ordinaire, mais en relief. Donc les gens lisaient des caractères romains, mais avec le doigt, en quelque sorte. Alors, par exemple, distinguer entre un B et un R, ça pose des problèmes parce que l'alphabet qu'on connaît fait pour les yeux, pas pour les doigts. Donc, ça prend beaucoup de temps pour lire
des livres imprimés de cette façon. Et donc cette découverte, cette recherche, il l'accomplit alors qu'il est fort jeune, il n'a pas encore 20 tout à ans, fait. lorsqu'il trouve le système que nous connaissons sous le nom de méthode Braille. Voilà, il a exactement 12 ans quand, en 1121, un homme se présente à l'institution. Il s'appelle Charles Barbier de la Serre, c'est un ancien officier des armées du roi. Donc, et lui a créé un système qui n'est plus sur base des caractères romains, mais sur base de petits points en relief. C'était en fait déjà la première fois finalement qu'il y avait l'accès à l'information à l'aide de points en relief, qui n'était pas encore effectivement le système de Louis Braille, mais qui était déjà une évolution par rapport au système que l'on connaissait, qui était donc la lettre romaine en relief. Et on va entrer dans un instant dans le détail de ce système, mais auparavant, pour en terminer sur la vie de Braille, c'est un homme qui va mourir assez jeune. Oui, c'est ça. Donc, il faut dire quand même qu'il publie son système en 1829. Donc, c'est l'acte de naissance du Braille. Il a 20 ans, lui, à ce moment-là. Oui, ben, il l'a conçu, il a 16 ans quand son système est au point. Alors, il meurt assez jeune, il a 43 ans, 2 jours après son anniversaire d'ailleurs. À ce moment-là, il est quasi inconnu, à part ses amis, son entourage, il n'est pratiquement pas connu. Ses amis ont quand même tiré un portrait de lui sur son lit de mort, et c'est cette figure que tout le monde connaît aussi. Donc les images de Braille aujourd'hui, ce sont celles qui sont faites à partir de portraits ou de dessins faits de Braille sur son lit de mort. Absolument. Alors, son œuvre est connue assez vite, j'imagine. Elle se répand relativement rapidement. Lui meurt jeune, il n'a pas donc le temps de faire la promotion de son œuvre, mais elle se répand. En France d'abord, j'imagine, et puis dans d'autres pays. Oui, c'est cela. Donc, son système est envoyé à toutes les institutions pour aveugles du monde entier à l'époque. Et il n'est pas le seul système. En fait, il faut dire qu'il y a 2 axes. C'est tout d'abord des axes donc, où on essaye de reproduire l'alphabet ordinaire, mais de façon en relief. tactile, en relief. Oui. Et puis, il y a l'axe que Braille a choisi, et qui est celui qui est plus proche des personnes aveugles. Et qui finalement, au fur et à mesure, a été officiellement reconnu comme, d'une certaine manière, la seule utilisation finalement optimale pour les personnes handicapées de la vue, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est un système bien connu, mais expliquez-le un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'écriture Braille. Comment ça se présente? Et par rapport à ce qui précède, qu'est-ce qu'il a inventé de très neuf qui fait que son système est universellement connu? Mais donc, Bruno Lisène parlait tout à l'heure effectivement du système de Charles Barbier de la Serre, qui était intéressante parce qu'elle parlait elle abordait déjà la notion de points, mais le problème c'est qu'il y avait en fait 2 colonnes de 6 points. Et donc 12 points, donc difficile effectivement pour la personne aveugle avec le doigt de pouvoir reconnaître directement la lettre. En plus, c'était une sonographie, c'était donc un système finalement basé sur la phonétique. Et donc quand même limité évidemment parce que pas de problème, des problèmes encore au niveau de l'orthographe. Et donc Louis Braille s'est basé finalement à adapter, à améliorer ce système pour que la personne aveugle puisse, je dirais, rien qu'avec le toucher, avec le bout de l'index, puisse reconnaître directement la forme de ces points et reconnaître donc automatiquement la lettre. Il n'y a que 6 points. Alors, il n'y a plus 12 points. Il n'y a plus 12 points. Et donc, il y a une simplification. Alors, quel est l'intérêt des 6 points par rapport aux 12 points? C'est peut-être intéressant pour vous de l'expliquer. Oui, mais le premier atout, c'est d'abord d'avoir une rapidité de lecture beaucoup plus grande qu'avec les systèmes précédents. Et on peut dire même les expériences et recherches qui ont été faites plus récemment démontrent que Braille a trouvé vraiment la matrice, la cellule optimale pour le toucher. Donc ça permet une plus grande rapidité de lecture, ça permet aussi de transcrire tout l'alphabet, y compris les lettres accentuées, aussi les chiffres, les symboles numériques, bref, même les notes de musique. Donc les positionnements des 6 points permettent au fond d'avoir plus d'une 60aine de signes immédiatement reconnaissables sous le. Donc le Braille effectivement se base sur un ensemble de 6 points, donc 2 colonnes de 3 points. Et donc avec cette combinaison, donc de 60 combinaisons maximum possibles, on peut effectivement retranscrire n'importe quoi, c'est-à-dire effectivement l'alphabet, la ponctuation, les signes mathématiques, la musique. Et donc c'est ça aussi le génie de l'invention de Louis Braille, c'est d'une part
la rapidité pour permettre à la personne aveugle de rapidement avoir accès à l'information, ce qui n'était pas le cas par le passé, mais également d'avoir une transcription, je dirais, de l'ensemble du système écrit, quelle que soit finalement son utilisation. Oui, quelle que soit la langue aussi. Et quelle que soit la langue aussi, de la effectivement. personne qui utilise le système. Il peut fonctionner en anglais, en français, mais aussi en arabe, j'imagine, ou dans les langues orientales, en chinois, en japonais, ça, c'est vraiment, etc. je dirais, le génie de son invention, parce que maintenant, on est quand même à peu près 200 ans après cette invention, où le braille reste d'actualité. Il a un petit peu évolué, mais très peu finalement. Et donc, effectivement, qui permet l'accès à l'ensemble de ces informations. Et ça, c'était quand même quelque chose de tout à fait génial, finalement. Et c'est ce qui explique que le système s'est universalisé en quelque sorte et qu'aujourd'hui, les systèmes de lecture proposés pour les aveugles, c'est le système Braille dans tous les pays du monde. Alors qu'on sait qu'aux États-Unis, vous en parlez dans votre livre, Monsieur Lezen, aux États-Unis, il y a eu à un moment donné des réticences où on n'a pas accepté le Braille tout de suite. Disons, aux États-Unis, il y a eu ce que même ont appelé la guerre des points. C'est en anglais the War of the Dots. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y avait un braille américain, donc on utilisait le braille, mais en changeant la valeur des signes en fonction de la langue américaine. Il y avait aussi le point de New York, qui était une autre particularité. Mais tout cela s'est arrêté en 1917. Là, aux États-Unis, on a fini par adopter le braille universel. Donc, sur ce plan-là, c'est vraiment universel. Et d'ailleurs, c'est l'UNESCO qui préside aux travaux qui permettent de faire évoluer le braille par rapport aux demandes spécifiques de chaque pays. Alors, ce système est répandu partout, mais dans notre pays, il est promu par la Ligue Braille, c'est-à-dire c'est une institution qui porte le nom même de Louis Braille, alors qu'en France, je pense que le terme de Ligue Braille n'est pas reconnu ou n'est pas utilisé. Alors, est-ce qu'en Belgique, certains ont l'idée de créer la Ligue Braille? Quand est-ce qu'elle apparaît, quand est-ce qu'elle émerge, la Ligue Braille? On retrouve des premières traces déjà au début du XXe siècle, dans les années 1906-1912, mais la Ligue Braille existe en tant qu'ASBL depuis que les ASBL existent, j'ai envie de dire, au niveau des statuts, donc depuis 1922. Et en fait, la loi des ASBL, c'est 1921, mais donc dès 1920, donc dès le début de la loi, des personnes voient l'intérêt de créer une association sans donc, but qui existait lucratif. déjà, je dirais, avant, sans avoir ce statut, évidemment. Et qui sont les spécifique. créateurs? Alors, il y a eu donc deux femmes aveugles qui, au départ, ont voulu... Donc, il faut se situer dans le temps. On est là, quand même, donc 21-22, donc juste après la guerre 14-18. La première 14-18. Donc, finalement, beaucoup de mutilés de guerre, beaucoup de personnes devenues aveugles. Et donc, ces deux femmes ont dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et donc, la Ligue Braille a démarré à ce moment-là et a été créée, je dirais, sur base d'une bibliothèque, en disant, donnons à ces personnes au moins l'accès à l'information via une bibliothèque, via l'adaptation d'informations. Et c'est comme ça que la Ligue Braille a été créée donc au début des années 20 et qui, petit à petit, effectivement, a pu évoluer, en tout cas vers ce que l'on connaît aujourd'hui. J'imagine qu'il ne s'agit pas seulement de créer une bibliothèque, il faut aussi donner aux personnes malvoyantes ou aveugles les moyens d'apprendre la technique de lecture proposée par Braille. Tout à fait. Donc ça a été au départ une des ambitions essentielles de la Ligue Braille, j'imagine. Oui, donc il y a eu au départ effectivement l'accès à l'information. Donc permettons par exemple de transcrire un livre en Braille pour que les aveugles puissent effectivement lire un livre. Et puis il y a eu toute l'évolution. On a effectivement eu tout l'aspect social qui s'est développé au-delà de l'aspect culturel. Et puis petit à petit, toute cette adaptation dans la vie journalière, de se dire mais finalement comment aider au quotidien une personne aveugle, que ce soit de naissance ou devenue aveugle par la suite, comment l'aider au quotidien pour qu'elle puisse développer son autonomie et finalement s'intégrer dans la société de manière optimale, évidemment. Et je vous pose la question, Monsieur Magis, comment? Que faites-vous dans le quotidien? Donc il n'y a pas seulement l'apprentissage de la méthode, il n'y a pas seulement une bibliothèque d'ouvrages transcrits en braille, il y a beaucoup d'autres activités, lesquelles? Tout à fait. Donc, un peu l'objectif quand même de la Ligue Braille en général, c'est vraiment développer l'autonomie de la personne aveugle pour qu'elle puisse s'intégrer dans la société, je dirais, de façon optimale, c'est-à-dire au niveau social, culturel et professionnel. Alors, pour être un peu plus concret, je crois qu'il est important de recentrer ces trois éléments, social, culturel et professionnel. Oui. Donc, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a quand même beaucoup de services qui sont donnés aux personnes, mais donc c'est un accompagnement au quotidien. Donc, nous dispensons une série de services gratuitement, et donc nous répondons à la demande de la personne. Alors, dans le domaine social et aide à la vie journalière, c'est vraiment imaginer, je suis par exemple aveugle, quelles sont mes difficultés au quotidien?
j'ai par exemple des difficultés dans mes déplacements, j'ai des difficultés dans ma communication écrite, dans l'accès à l'information. Et donc, par exemple, la Ligue Braille va permettre, on va donner des cours de locomotion à la canne blanche, par exemple. Parce que être intégré, c'est aussi de sortir de chez soi, évidemment. Utiliser un chien pour aveugle. Ça peut, effectivement, dans certains cas, utiliser un chien guide. Et donc, nous dressons également des chiens guides, évidemment, pour aider la personne dans son déplacement. Mais c'est aussi toute la partie communication. On parlait du braille, c'est-à-dire apprendre le braille à un enfant ou à un adulte. Mais il n'y a pas que le braille, c'est aussi permettre, par exemple, à quelqu'un qui est aveugle de pouvoir communiquer avec une personne voyante. Et donc, l'apprentissage de la dactylographie, par exemple. Permettre un peu, par exemple, à quelqu'un qui est aveugle de pouvoir transcrire sur une liste la liste des courses et de pouvoir le donner, par exemple, à l'épicier du coin. Donc, on le voit tout de suite, le lien entre la communication et la vie journalière, l'autonomie au quotidien. Est-ce qu'il est possible pour une personne aveugle d'utiliser un ordinateur, par exemple? Tout à fait. Et donc, le braille, c'est aussi quand même l'évolution du braille au fil du temps, permet aujourd'hui à une personne qui est aveugle d'avoir accès à l'information, quelle qu'elle soit. Et donc également... Même par l'informatique. Même par l'informatique. Donc j'imagine qu'il y a des systèmes qui permettent de traduire le texte écrit en français, en anglais, en allemand, etc., en braille. Tout à fait. Absolument. On peut même souligner que le braille s'est adapté avec une très grande souplesse aux outils informatiques. Déjà parce qu'à la base, c'était un système binaire et donc l'informatique a, disons, assimilé le braille très, très facilement. Bon, au niveau du matériel, par exemple, une personne aveugle peut lire tout ce qui s'affiche à l'écran. Par exemple, on veut surfer sur Internet, eh bien chaque ligne d'écran peut être lue sur une plage tactile, une barrette braille. Donc il n'y a que les images, en fait, Voilà. qui ne sont pas facilement Voilà, ça, c'est la transposables, seule chose. mais les textes le sont très Absolument, aisément, comme vous le absolument. dites. Et donc cela permet, j'imagine, une certaine insertion professionnelle aux personnes aveugles qui traditionnellement exerçaient des métiers comme accordeur de piano, réparateur de chaises cannelées, etc. Donc aujourd'hui, les personnes aveugles peuvent travailler avec un ordinateur. Tout à fait. Et ça ouvre effectivement déjà beaucoup plus que par le passé les possibilités d'insertion professionnelle. Et donc, il y avait ce pendant social, on en a parlé, culturel aussi avec la bibliothèque, mais l'aspect professionnel est important aussi, où nous avons par exemple un centre de formation professionnelle qui fait l'apprentissage de la bureautique. Donc on apprend à la personne aveugle non seulement l'utilisation des logiciels habituels, Word, Oui, Excel, bien etc., sûr. mais également l'utilisation de ces adaptations techniques spécifiques qui permettent donc à une personne aveugle d'avoir accès à l'information. Et donc, au niveau professionnel, il faut aujourd'hui dépasser évidemment les clichés que l'on a un peu de réduire l'accès à une profession, à un poste par exemple de téléphoniste, qui reste évidemment tout à fait possible, bien entendu. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes aveugles ou gravement malvoyantes qui travaillent dans des domaines très différents, par exemple psychologue ou économiste ou dans des domaines même manuels, mais où finalement... Même, on peut imaginer un avocat. Bien sûr, avocat, tout à fait, tout à fait. Un comptable. Un comptable. Et donc, il y a effectivement des difficultés. Il ne faut quand même pas sous-estimer le problème visuel. Être aveugle, c'est quand même avoir un handicap lourd au niveau du quotidien. Mais les adaptations techniques, et puis il y a quand même la formation professionnelle que la Ligue Braille peut dispenser ou que d'autres peuvent dispenser, permettent à la personne aveugle d'avoir les compétences professionnelles nécessaires à une intégration professionnelle. Et ça, c'est un travail au quotidien que nous faisons également. Alors, votre action va dans les deux sens. Former les personnes malvoyantes ou aveugles à ces techniques, mais aussi solliciter de la part des chefs d'entreprise, de la part des pourvoyeurs d'emploi, solliciter l'emploi de personnes malvoyantes qui maîtrisent ces techniques que vous venez d'évoquer. Tout à fait. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'information également à l'égard de l'entreprise. Mais l'entreprise, ce n'est pas uniquement, je dirais, le directeur de l'entreprise, c'est les ressources humaines, c'est également le médecin du travail, les collègues. Les collègues aussi, surtout. Bien sûr, les collègues, qui sont quand même des facteurs d'intégration essentiels pour tout un chacun. Et donc il y a un travail au quotidien d'information, de sensibilisation qui est essentiel et que la Ligue Braille, effectivement, apporte au quotidien. Donc pas uniquement au niveau de la personne handicapée, mais également au niveau de tout le réseau, et ici professionnel, bien entendu. Il faut dire qu'il y a parfois un malaise par rapport à la personne aveugle, malvoyante, ou qui présente un handicap particulier. Et justement, une fois qu'on arrive à mettre en contact les acteurs avec ces personnes, eh bien, très vite, on se rend compte qu'avant tout, ce sont des personnes comme vous comme et les moi. autres, Et voilà, et que la communication peut se faire très facilement.
On va évoquer maintenant peut-être quelques petits aspects matériels, si vous le voulez bien. Donc la Ligue Braille est une ASBL. J'imagine qu'elle a des ressources publiques, qu'il y a des fonds publics qui soutiennent son action. Est-ce que vous pourriez nous décrire, si ce n'est pas trop indiscret, nous décrire un petit peu le fonctionnement financier de votre association? C'est assez simple. Donc nous avons effectivement des aides de pouvoir, je dirais, subsidiants, hein, qu'ils soient régionaux, fédéraux, communautaires. régionaux, oui, donc, communautaires. Je dirais une diversité, effectivement. Mais l'ensemble de ces aides financières de l'État couvre à peu près 19 à 20% de nos ressources. Donc un cinquième, ce qui n'est pas Un beaucoup. cinquième. C'est pas bon. C'est déjà bien, mais c'est insuffisant, ça c'est clair, hein, puisque nous aidons quand même au quotidien près de 12 000 personnes aveugles. Ah, ça, c'est très important de le dire. Oui. Il y a 12 000 personnes qui sollicitent votre aide quotidienne. Tout à fait. Et donc là, il y a quand même un travail important donc, dans tous les domaines, on en a parlé, mais donc il y a à peu près un cinquième, effectivement, de nos ressources qui viennent de l'État. Alors, d'où vient le reste, hein? Je pense qu'il y a une partie quand même qui vient un peu de production propre. La tombola, c'est aussi un élément important qui couvre à peu près 10% de nos recettes. Il faut quand même savoir que près de 55% de nos entrées financières viennent finalement de dons et de successions. J'ai envie de dire donc de monsieur et madame tout le monde. Et heureusement, effectivement, c'est grâce quand même à ces aspects-là. Donc, ce sont des mécènes qui vous apportent, soit par héritage, soit par don direct, plus de la moitié. Plus de la moitié de votre budget, c'est énorme. C'est énorme. Effectivement, sans ça, nous ne pourrions pas apporter aux personnes aveugles au quotidien toute l'aide, effectivement, que nous apportons. Donc c'est un élément, effectivement, essentiel. Oui, vous m'avez dit, lorsque nous avons préparé l'émission, une chose qui m'a un peu troublé, qui m'a un peu choqué, que l'aveugle n'est pas égal. Enfin, les aveugles ne sont pas égaux devant leur situation, puisqu'une fois qu'ils ont 65 ans, ben, ils ne sont plus subsidiables, on ne peut plus les aider. C'est comme s'ils avaient disparu de la circulation. C'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement curieux et peut-être un peu choquant. Expliquez-nous un petit peu la situation. C'est une situation assez compliquée en Belgique, puisque la politique des personnes handicapées, elle est surtout régionale et communautaire, mais il y a quand même des systèmes fédéraux. Les systèmes fédéraux, c'est-à-dire un octroi d'allocation, couvrent l'ensemble de la population, quel que soit l'âge. Par contre, Bruno Lisène parlait par exemple tout à l'heure des barrettes braille, hein, donc ces plages braille qui permettent à une personne aveugle d'avoir accès à l'information. Eh bien, ces aides régionales et communautaires sont limitées en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'une personne qui devient handicapée après 65 ans... Et vous m'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui deviennent handicapées avec l'âge, qui ne sont pas aveugles au départ ou dans leur adolescence, mais plutôt dans la deuxième partie de leur existence. Il y a plus de la moitié, hein, on parle facilement de 60%, de personnes qui deviennent handicapées tardivement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes aveugles qui sortent des circuits, j'ai envie de dire, d'assistance régionaux et communautaires, ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas bénéficier des aides de l'État pour pouvoir bénéficier de cours de locomotion à la canne blanche, de pouvoir bénéficier d'une machine braille qui leur permet d'écrire avec une autre personne, ou le système braille dont on parlait pour avoir accès à l'information informatique. Et donc là, il y a vraiment effectivement une discrimination importante en Belgique. Il faut quand même préciser que seul aujourd'hui en communauté germanophone, où là il y a une ouverture, il y a une possibilité pour ces personnes d'avoir accès à l'information, mais c'est vraiment limité à la communauté germanophone. Donc, traduisons le message à l'égard de nos autorités publiques. Il est important quand même de penser à ces personnes-là. Et vous disiez, elles sont extrêmement nombreuses. Alors, nous sommes en 2009. Vous fêtez les 200 ans de la naissance de Louis Braille. Qu'allez-vous faire? Quelles sont vos actions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors, beaucoup de choses. D'abord, l'émission l'a pensé. Effectivement, tout à fait. Et beaucoup de choses ont déjà démarré depuis le début de l'année, puisqu'on a commencé évidemment avec la date quand même importante du 4 janvier 2009, puisque c'est le 4 janvier qui fête le bicentenaire de Louis Braille. Et donc, il y a différentes activités qui ont eu lieu en début d'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore au fil de l'année? Par exemple, un élément important, c'est déjà aux environs du mois de fin mars, il y a déjà la foire du livre. Effectivement, où donc on va aborder quand même tout l'aspect du braille. Il y a également au mois de mai-juin des activités qui seront spécialement destinées aux personnes aveugles elles-mêmes, puisqu'il y a quand même, d'une part, de notre part, de la Ligue Braille, un rôle d'information, de sensibilisation, je dirais à monsieur et madame tout le monde, mais évidemment des activités aussi destinées aux personnes aveugles elles-mêmes. Et donc nous avons par exemple ce qu'on appelle le Braille Day ou le Sage pour enfants, où nous apportons, je dirais, un accompagnement de loisirs, beaucoup de loisirs aussi, pour des enfants, par exemple issus de l'enseignement spécialisé. Nous allons faire une journée festive avec tous ces enfants-là, également une journée à la mer, qui est à la fois une semaine plutôt récréative, mais également on va travailler au niveau de l'éducation, au niveau de l'autonomie de la personne. Et donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire à ce niveau-là.
Il y a aussi un musée, le musée Braille. C'est important effectivement d'en Qui parler. se trouve dans nos locaux et qui retrace vraiment l'histoire du Braille, Louis Braille, les différents instruments d'écriture et aussi toutes les aides techniques pour les personnes aveugles, pour la vie quotidienne, les loisirs, les jeux adaptés qui permettent de jouer entre personnes aveugles et voyantes, les albums pour enfants, etc. Donc c'est tout un domaine qui vaut vraiment la peine d'être vu, touché, et puis les visiteurs aveugles pourront toucher pratiquement tous les objets. C'est vrai que ce musée est intéressant parce qu'il va en fait vraiment permettre aux enfants et aux adultes d'avoir accès, de se rendre compte, mais finalement, qu'est-ce que c'est le Braille, mais aussi de voir un peu tout l'historique du Braille. Hein. On en a parlé tout à l'heure au début de l'émission, mais aussi de voir que le Braille, finalement, près de 200 ans après, reste d'actualité au niveau de la lecture. On en a parlé tout à l'heure au niveau professionnel. Et donc, finalement, dans la vie de tous les jours, au niveau, effectivement, des adaptations et au niveau des jeux, par exemple. Donc, c'est un moment très important, effectivement. Eh bien, merci pour votre action, merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui, Monsieur Michel Magis et Monsieur Bruno Lizen. Je rappelle que la Ligue Braille a publié, et c'est le livre écrit par Bruno Lizen, un ouvrage intitulé « 6 points de lumière, enquête autour de Louis Braille », édité par les éditions Mémogramme. Merci beaucoup pour votre action, merci à vous, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.